Les feuilles des choux sont comestibles, hein. Même les choux-fleurs en général on mange les fleurs, excellent, mais on oublie que les feuilles sont très bonnes aussi, plutôt pour les soupes évidemment, à cuire. Les tiges de choux-fleurs très bonnes aussi, on les épluche, cuit c'est comme des asperges. Donc voilà, la serre mélangée, diversifiée, c'est important. Donc sur les côtés c'est des fraisiers, d'un côté, de l'autre côté c'est de la ciboulette. Donc voilà, c'est souvent sur les bords c'est de la place perdue. Et donc ici on récupère cette place avec des fraisiers ou des plantes condimentaires. Ça peut être de l'origan, ça peut être de la mélisse, ça peut être de la ciboulette, du persil, etc. Alors c'est une serre froide, donc il n'y a pas de chauffage évidemment. C'est le plastique qui crée un microclimat favorable aux plantes. Et donc on a une grande diversité de plantes spontanées comme le céleri à couper, la ciboulette, les fraisiers, on a du persil aussi plus loin. Et alors là on va repiquer tout ce qui est salade, scaroles, frisées, poireaux, choux. Il y a du chou rave, il y a d'autres choux blancs, tout ça c'est pour l'hiver encore. Et donc voilà, pas de monoculture, en général dans les serres chez les amateurs ou chez les professionnels c'est des monocultures de tomates ou de mâches. Donc ici c'est une grande diversité et tout le temps. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui est récolté pour être mangé, c'est remplacé par autre chose. Donc au niveau d'irrigation des serres, on a deux systèmes. Le système de rampe qui nécessite de la pression. Et donc là on va avec une pompe asperger de l'eau sur toute la surface. Quand il n'y a pas de tomates évidemment, parce que quand les tomates sont là, on ne peut pas arroser sur le feuillage pour éviter le mildiou. Et quand les tomates sont là, on travaille avec le système de goutte à goutte. On voit ici, donc ce sont des tuyaux qui sont perforés tous les 33 cm avec un goutteur qui laisse s'échapper goutte par goutte l'eau et distribue donc au pied des plantes qui sont placées le long des goutteurs. Ce système-là ne nécessite pas de pompe puisque les réservoirs d'eau qu'on a en haut sont plus hauts que toutes les serres. Et donc ça fonctionne par dénivelé naturel, par pression naturelle. Ici on a la nigelle de Damas. Donc, qui a fini sa floraison. Il y a même ici un bouquet de mâches, de salade de blé, qui s'est ressemé aussi. Donc ça montre bien les semis spontanés, à quel point c'est efficace. Dans la nigelle, il y a cette magnifique mâche qui s'est ressemée. Et donc voilà, la nigelle, on peut manger les graines. Là c'est fini, ben, on les voit ici. Elles sont ici dans les capsules, les graines. C'est les toutes petites graines qu'on peut utiliser en pâtisserie par exemple. Donc ici on a l'onagre bisannuelle qui fait sa fleur la deuxième année. La première année elle va faire uniquement ses feuilles et sa racine bien sûr. Et puis la deuxième année elle fait sa floraison. Alors on fait de l'huile d'onagre excellente pour la santé. Et les racines sont comestibles aussi la première année. Une fois qu'elle est en fleur, les racines deviennent fibreuses. Et donc sont plus très bonnes à être mangées parce qu'elles sont fibreuses justement. Mais sinon la première année on peut manger la racine de l'onagre comme une carotte. Elle est assez petite évidemment puisque c'est quand même une plante sauvage. Donc voilà, très très jolie fleur. Dans les serres ça fonctionne super bien. Les salades, certains choux asiatiques, les bêtes évidemment, le pourpier d'hiver, le pourpier d'été, la tétragone. Alors ceci c'est le kénopode géant magenta. Donc maintenant il a perdu un peu ses couleurs rosées. Sinon les feuilles plus tôt dans la saison sont vertes mais avec des nuances de rose, violet. Et donc voilà, la plante ici elle est en grain, donc elle va se ressemer, elle est assez abondante d'ailleurs, il faut faire attention. On mange les feuilles en salade quand elles sont jeunes et on les cuit, toujours la même chose, comme des épinards, excellent pour faire des bases de tourte aux légumes ou mélanger avec des purées de pommes de terre. Il y a le kénopode sauvage, celui-ci c'est un kénopode cultivé, mais voilà. La nature est généreuse et elle donne plein de choses à des moments où on ne s'y attend pas. Voilà donc le fameux bref. Alors bref c'est branchage, BR, E comme entassé et F comme foulé. Donc on va couper les branches de la haie, ici à côté c'est ce qui a été fait, et on a entassé les branches les unes sur les autres pour créer un andin. Et ces branches vont se décomposer en 3 ans. La première année, donc c'était le cas, on l'a fait l'automne dernier. Au printemps, on a fait des trous à la baramine dans ce tas.
qui a été recouvert au préalable de foin pour vraiment stocker l'humidité, empêcher les graminées et autres plantes envahissantes de se développer. On a fait le trou à la baramine et on a semé des maïs et des courges. On voit ici maintenant, l'automne est là et les courges, c'est les dernières qu'on va récolter. Et donc ce tas de brèves va se décomposer en 3 ans. Première année, courge, maïs, donc des plantes assez envahissantes. Deuxième année, le tas va encore se décomposer. Et là, on va cultiver des choux, des bêtes, des plantes en cours à grand développement. Et puis seulement en 3e année, quand il ne restera plus que des tout petits morceaux de bois, là on pourra cultiver des haricots, des fèves, semer, donc des grosses graines. Alors c'est mieux que du BRF, parce que le bois ramé à la fragmentée, c'est une bonne technique qui a ses inconvénients. Et le gros inconvénient, c'est la machine, c'est le broyeur, qui coûte cher, qui utilise de l'énergie fossile, tandis que le bref, on va pouvoir se permettre de juste tailler les branches à la main, au sécateur ou au coupe-branche, et de les entasser. Et donc il n'y a pas d'utilisation de machine. C'est Dominique Soltner, dans un de ses derniers livres sur les couvertures du sol, qui parle de ces techniques anciennes qu'on utilisait autrefois en Europe et en Afrique. Et donc c'est toutes des techniques qu'on a oubliées, qu'on a perdues, et en fait elles sont là, elles sont prodigieuses, puisque ces branches, en se décomposant, nourrissent le sol, le foin aussi évidemment, gardent l'humidité, donc c'est vraiment complet. Et alors on a des courges, des maïs en abondance qui poussent dès la première année, et voilà, donc c'est de la place qui est faite, qui est préparée pour 3 ans. Là. Et en 4e année, il faut décider ce qu'on fait, parce que l'herbe évidemment elle revient, on voit déjà il y a quelques orties. Ça demande quand même un minimum d'entretien, d'année en année forcément. Le bref, comme je dis toujours, soyons brefs. Cette technique est là, elle est très importante parce qu'elle sert à couvrir le sol, à empêcher les graminées, les plantes sauvages de se développer. Donc on va cultiver, grâce à cette technique, la première année, les cucurbitacées ou d'autres plantes envahissantes. Mais la 4e année, on peut revenir soit avec un bref, soit avec une autre technique. On peut revenir avec du bokashi. Par exemple, mélangé au charbon, toujours important. Dans les tranchées, on a apporté donc ce mélange de biochar, charbon végétal avec le fumier. Le fumier en petite quantité, toujours jamais abusé avec le fumier parce que c'est riche en nitrates. L'importance ici du biochar aussi, c'est qu'il va accumuler les éléments nutritifs, les stocker. Les légumes qui vont pousser avec trop de fumier, ça va faire des beaux gros légumes mais gorgés de nitrates qui peuvent être dangereuses pour la santé, puisque ces nitrates vont se transformer en nitrites et puis en nitrosamine dans l'intestin. Et ça peut être dangereux, surtout chez les femmes enceintes et chez les nourrissons. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on peut faire du bio-intensif, du bio-industriel de mauvaise qualité. Alors c'est non chimique, c'est déjà bien évidemment, mais même avec beaucoup de fumier, avec l'irrigation à outrance, on peut causer beaucoup de problèmes aussi au sol, à la vie, à la nappe phréatique et à la santé des personnes qui vont manger les légumes. Donc nous on prône plutôt un système peut-être un peu moins de rendement au niveau quantitatif, mais la qualité, le goût, les éléments nutritifs, les vitamines, les oligo-éléments, les protéines, etc. Tout ça c'est important pour être en bonne santé. Aujourd'hui on va expliquer comment on a planté l'ail et les oignons d'automne. Il y avait une bâche tissée qui se trouve ici maintenant, donc on l'a déplacée. Et puis on a recouvert avec du charbon végétal et du bokashi. Donc on voit ici quand on le soulève, on voit les traces de charbon, hein, c'est les traces noires, et le bokashi donc qui est au-dessus, qui va nourrir ce charbon végétal, qui va donc accumuler les éléments nutritifs du bokashi. On voit en dessous c'est vraiment bien noir, bien décomposé, bien en voie de décomposition. Et donc on a planté l'ail, il est en train de germer ici, on voit bien, là, les racines sont en train de grandir. Quand je tire dessus, il tient déjà bien. Avant on plantait l'ail plutôt février-mars. Et maintenant qu'on a des printemps de plus en plus chauds et de plus en plus secs, le problème c'est que l'ail reste assez petit. Et donc c'est pour ça qu'on le plante maintenant à l'automne. Comme ça il a le temps de faire ses racines, comme on a vu, de bien se développer encore avant l'hiver. Et puis il se met au repos quand il commence à faire froid. Et puis en février-mars, quand la douceur revient petit à petit, il a vraiment bien pris sa place. Et il va grandir, il va devenir assez beau. On le récolte en général au mois de juillet. Oui, donc le fait de couvrir le sol, c'est nourrir le sol et c'est protéger le sol de l'érosion. Toute matière organique est intéressante. Toutes ces matières organiques vont se décomposer, nourrir le sol, garder l'humidité. Les bâches tissées, comme on a déplacé ici, qui étaient à la place de l'ail qu'on a planté, et elles vont servir l'année prochaine. Alors l'avantage de ces bâches tissées là, c'est qu'elles sont tissées.
Donc elle laisse passer l'air et l'eau, ça c'est important aussi, c'est pas du plastique classique sans pore qui ne laisse pas la vie du sol respirer. Ici la vie du sol continue à respirer, c'est important. Alors je laisse jamais les bâches plus qu'une saison, c'est important aussi, donc maximum 1 an. Au bout d'1 an, quand je retire la bâche, on a ce résultat-ci. La terre est vraiment prête à être semée, plantée. Ici c'est les oignons et l'ail, mais ça peut être semis de carottes, semis de haricots. Cette bâche tissée, elle est importante, on va pouvoir la préserver pendant 30 ans. Donc c'est un coût, c'est un investissement, mais on la garde pendant 30 ans. C'est un semis de carottes qu'on a fait au mois de juillet, donc assez tardivement. Et puis on les a éclaircis, désherbés, et puis on a mis le voile au mois d'août. Voilà, ça crée un microclimat, donc c'est un voile avec des mailles assez larges. Et donc les carottes vont plus se développer encore et vont continuer à se développer avant les grands froids. Voilà, donc en retirant les bâches où on a vu l'ail et les oignons plantés maintenant, on a déplacé les bâches pour pouvoir planter ces oignons et l'ail. Et puis on les a mis ici sur un terrain assez envahi. Et en quelques temps, on voit déjà l'herbe qui se décompose. Donc ça c'est parce que la bâche elle est noire, et donc avec l'effet du soleil ça grille les plantes. Dès que les bâches sont enlevées, il faut semer, planter, ça c'est important pour permettre aux légumes semés de prendre le dessus. Parce que les plantes sauvages vont revenir. Heureusement, si les plantes sauvages ne revenaient pas, ça m'inquiéterait. Parce que ça voudrait dire que le sol est complètement mort, ce qui n'est pas le cas. Puisque la vie revient grâce, donc, comme j'expliquais, à ces bâches tissées, l'air et l'eau peuvent pénétrer. Et voilà, donc on voit la terre se prépare. C'est les micro-organismes, les vers de terre préparent le sol. C'est pas les machines, c'est pas nous, maraîchers, c'est vraiment la vie du sol. On met du poids dessus évidemment, parce que quand il y a du vent à l'automne et en hiver, si on ne met pas du poids, elles s'envolent. Donc il faut bien les fixer. Alors ça c'est des pierres, des pneus de récupération, on peut mettre ce qu'on veut, on peut mettre des bois, on peut mettre de la terre sur les bords. Et voilà, on fait un petit peu avec ce qu'on a, c'est le principe de la permaculture, c'est de se dire on récupère ce qu'on a sur place. Il ne faut pas aller chercher les choses trop loin. Si ce qui est en dessous de la bâche est moins décomposé, on va l'année prochaine, dans les trous où on voit l'herbe et les pissenlits qui dépassent pour l'instant, au printemps on va creuser et rajouter donc, la mixture fumier ou bokashi avec le charbon végétal, et puis on va pouvoir semer en place des courgettes, du maïs, comme on l'a vu, comme on va le voir prochainement. Voilà, donc je suis paysan maraîcher, je tiens bien le mot paysan, c'est important, parce que le paysan c'est celui qui nourrit la terre et qui nourrit les gens. Le maraîcher c'est lui qui cultive les légumes, donc voilà, c'est une bonne complémentarité avec tous ces légumes qu'on produit en quantité et en qualité. Oui, donc notre système de distribution est particulier, puisque ce qui est important pour nous c'est de créer une relation entre le paysan, le producteur, le maraîcher en l'occurrence, et le mangeur, le consommateur, pour qu'ils deviennent acteurs, consommateurs. Ça c'est important. Là, les gens vont juste au magasin, achètent, sont contents ou mécontents, sortent leur portefeuille. Voilà. Nous ici, dans la relation qu'on met en place avec des partenaires, on les appelle vraiment des partenaires, ils s'impliquent avec nous. Certains viennent travailler un petit peu quand ils ont l'occasion, on ne m'impose rien évidemment. Chacun est libre et vient en fonction de ses disponibilités. Et donc on travaille parfois ensemble, on fait du désherbage, des récoltes, du semis, etc. Et donc c'est cette relation-là qui est importante, sortir l'alimentation des règles du commerce. On demande aux agriculteurs de faire du rendement, et ça c'est terrible, comme je le disais, ils deviennent des exploitants, au détriment de leur santé à eux, en s'empoisonnant, en empoisonnant la terre et en empoisonnant les gens. Et donc si on veut sortir l'alimentation du commerce, il faut que la relation entre le mangeur, le citoyen, le consommateur évolue. Et donc c'est pour ça qu'il doit vraiment agir avec les paysans, avec les producteurs. C'est le seul moyen pour sortir l'alimentation du commerce et de ces règles absurdes. Pour protéger nos semences, c'est important, pour éviter les problèmes avec l'AFSCA, puisque l'AFSCA, pour moi, on l'a rebaptisé d'ailleurs agence fliquée à la solde du capital agroalimentaire. C'est vraiment le système qui nuit aux petits paysans, hein, alors qu'on voit que tous les scandales, toutes les crises alimentaires ont commencé dans l'industrie, hein, que ce soit les poulets à la dioxine, la vache folle, la peste aviaire, maintenant encore dernièrement les œufs, les poulets, pardon, avec le fameux insecticide qu'on a retrouvé. Donc c'est chaque fois dans l'industrie, et malheureusement c'est les petits producteurs qu'on ennuie, et l'AFSCA est vraiment très forte à ce niveau-là. Elle condamne et elle attaque les petits, alors que c'est l'industrie qu'il faudrait attaquer. Donc l'AFSCA a son sens évidemment, mais pour l'industrie et pas chez les petits producteurs.
Chez les petits producteurs comme nous, ce qu'on met en place, c'est des systèmes participatifs de garantie. Et ça, c'est important. On va beaucoup plus loin que le label, parce que le label, de nouveau, le label bio, par exemple, c'est une étiquette, et on déresponsabilise le consommateur. Nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment que le consommateur se responsabilise par rapport à ce qu'il mange. Et c'est pour ça qu'il faut sortir l'alimentation des règles du commerce. Le paysan, il est payé pour son savoir, pour son savoir-faire, pas pour ses résultats. Et parce qu'il faut un minimum de résultats évidemment aussi, mais quand on travaille bien, quand on travaille en accord avec la nature, on a des résultats. Mais pas les résultats qu'on demande aux agriculteurs qui font du rendement à n'importe quel prix, en empoisonnant tout le monde, eux y compris. Et donc ce SPG, ce système participatif de garantie, il va plus loin puisqu'il implique une réflexion autour de notre alimentation. Et pour ça, on se met autour de la table, les techniciens, les producteurs, les paysans, les consommateurs, les scientifiques, on se met autour de la table et on réfléchit. Les paysans ont vraiment leur place et le problème c'est que partout dans le monde ils sont en train de disparaître. Chez nous on est moins de 2% d'agriculteurs, donc des gens qui sont devenus agriculteurs qui doivent faire des rendements, ils sont même devenus exploitants, donc ils doivent exploiter la terre. Il y a beaucoup de suicides chez les agriculteurs, beaucoup d'empoisonnement à cause des pesticides, donc évidemment il ne faut pas les accuser, c'est notre système, notre société qui les met dans des situations folles, qui les pousse au suicide, à l'empoisonnement, ils s'empoisonnent eux-mêmes, ils empoisonnent les autres, la terre, la vie, l'air, l'eau, etc. Et donc si on veut redonner du sens à l'humanité, il faut redonner de la force aux paysans et donc soutenir les paysans dans le monde entier qui nourrissent la terre et les gens. Ça c'est important.